Yarana, bienvenue dans votre rendez-vous d'information. Voici les titres de ce vendredi. Un accident qui aurait pu coûter la vie à ses locataires. Ils dormaient lorsqu'une voiture a atterri dans leur jardin à 1 mètre de leur chambre à coucher vers 1h du matin. Dans le véhicule, 3 personnes, dont une est toujours dans le coma. La lutte contre les stupéfiants reste une priorité pour les autorités du pays. Elle le devient également pour les îles du Pacifique, à l'instar de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Toutes les autres sont aussi touchées par ce fléau. Le nombre de victimes indemnisées par le CIVEN a augmenté en 2 ans. 110 demandes ont reçu un avis favorable entre 2018 et 2019, contre seulement 11 entre 2010 et 2017. Nous ferons le point avec notre invité ce soir, Alain Krisnat, le président du CIVEN. Il achève une mission exceptionnelle d'1 semaine à Tahiti. Dans quelques pays du monde comme Tahiti, certains commerçants ont choisi de boycotter le Black Friday pour dénoncer la surconsommation et ses conséquences climatiques. Nous verrons si ce soir, la fièvre du vendredi noir à petit prix envahit la capitale pour une nocturne. Nous rejoindrons Lucille Guichet-Tirao à Papeete en seconde partie de ce journal. Et enfin, notre rubrique au cœur du Fénois met en lumière l'histoire d'un couple atypique. Orotoa et Julie ont tout laissé à Tahiti pour rejoindre leur île natale. L'appel de la terre était plus fort pour ce couple en quête du bonheur. Ce fait divers d'abord rarissime et qui aurait pu tourner au drame. Dans la nuit de samedi à dimanche dernier à Pamatei, un automobiliste alcoolisé a perdu le contrôle de son véhicule et a terminé sa course dans le jardin d'une habitation située en contrebas. Même si la presse n'en a pas parlé, le bilan fait état d'un blessé grave. Le récit de Heipua Tewira et Marcel Bonou. Il était 1h du matin. Et on dormait là tranquillement, et moi je dors légèrement, donc j'ai entendu un petit poc, j'ai entendu la voiture glisser, j'ai levé la tête et vlam, elle est tombée devant moi. 5 jours après l'accident, Patricia se retrouve avec une voiture à sa fenêtre. Une voiture qui était alors occupée par 3 jeunes fortement alcoolisés. C'est à l'entrée du quartier Topa, juste au-dessus de l'habitation de la victime, que le conducteur a dérapé vers la gauche. Un endroit dangereux, sans glissière de sécurité. Les barrières n'ont pas été bien décalées jusqu'ici. Elles ont juste été de l'avant jusqu'ici. Elles n'ont pas été tout au fond. Du coup, c'est un peu dangereux et il y a des dodanes et n'importe quelle personne peut tomber. Je l'ai vu tomber, hein. On dormait tous les deux là. De 3 mètres à peu près. Toujours en état de choc, Patricia n'est pas remise de ses émotions. Depuis l'accident, elle ne dort que sur une oreille avec la boule au ventre. Le fait est que là-haut, c'est pas du tout sécurisé. Et maintenant, je me dis si un camion, si quelqu'un a un malaise ou quoi, il finit dans ma chambre, quoi. Aujourd'hui, Patricia n'a qu'une hâte, c'est que le véhicule soit retiré de son jardin. Une enquête est ouverte pour déterminer les causes de l'accident et les responsabilités civiles de chacun. Ce véhicule, l'une d'entre elles est actuellement dans le coma. Lutter contre les stupéfiants, vous le savez, est la première priorité des autorités du pays et elle doit être celle de tous les Polynésiens, selon Mario Banner, le directeur de la DSP. Le trafic d'ice touche plusieurs pays du Pacifique. Il devient alors un débat international. Quels sont les meilleurs moyens d'empêcher l'ice de rentrer dans la région en sachant qu'il est principalement fabriqué dans le sud de la Chine? Le premier étant la mutualisation des moyens. Jacques Damour, Jérôme Lee. Le patron de la sécurité publique du Fénois n'a pas mâché ses mots et a volontairement été ferme lors de son intervention à la réunion du Pacific Transnational Crime Network. J'ai dit que là, c'était plus de la merde, c'était plus que de la merde. Ice is more than shit. Ce qui a, bien entendu, médusé quelque peu les Australiens, mais qui ont fini par comprendre que c'était les bons mots. 20 pays de la région, dont la Polynésie française, animent ce réseau basé à Apia. L'organisation joue le rôle central de coordination et de gestion pour mener des enquêtes et lutter contre la criminalité transnationale dans le Pacifique. En toile de fond, l'ice, essentiellement produit en Chine, le premier producteur mondial de cette amphétamine.
L'adhésion de la Polynésie à cette organisation internationale montre bien la montée en puissance du dispositif pour lequel le directeur de la sécurité publique fait feu des 4 fers. Nous avons pénétré donc le réseau officiel qui s'appelle l'APAN, PCTN, qui nous permet en temps et en heure des échanges d'informations et de pouvoir même tracer les parcours de personnes suspectes en termes d'ICE. Au plan local, une première base a bien été actée avec la formation en métropole en janvier 2020 d'une équipe cynophile spécialisée dans la détection de stupéfiants, mais pas seulement. La deuxième base, c'est en accord avec le commissaire de la République, on a jeté les premiers jalons d'une éventuelle convention avec les Néo-Zélandais pour pouvoir acheter un chien et faire une formation de policiers en Nouvelle-Zélande et qui soit spécialisé dans l'ICE et dans le trafic d'argent. Sécurité et lutte contre les stupéfiants ne devraient plus être le fief exclusif des services de renseignement et de sécurité de l'État et du pays, mais bien l'affaire de tous. J'aurais pas honte d'oublier le mot délation. C'est un appel que je fais aux parents. Si vous constatez autour de vous qu'il y a de l'ICE qui traîne, n'hésitez pas à venir au commissariat de police ou à la gendarmerie. Nous vous garantissons l'anonymat le plus complet. Parce que ne pas le faire, ça serait être aussi complice de trafic d'ICE. À ajouter à cela qu'en accord avec le parquet et le haut-commissaire de la République, une antenne de l'OFAS, l'Office anti-stupéfiants, dispositif issu de la nouvelle stratégie antidrogue du gouvernement central, pourrait voir le jour en Polynésie française. De leur côté, les militaires de la brigade de Tarawa, du détachement de surveillance et d'intervention, ont saisi 558 plants de cannabis, 462 grammes d'herbes séchées et 60 sticks destinés à la vente. Des stupéfiants découverts dans 6 propriétés distinctes à la presqu'île. Les mis en cause répondront de leurs actes prochainement devant le tribunal. La mission du CIVEN s'est achevée aujourd'hui. Avant d'accueillir son président, je vous propose un état des lieux rapide des indemnisations liées aux conséquences des essais nucléaires. Combien de Polynésiens ou de résidents en Polynésie ont été reconnus victimes à ce jour? Voici les chiffres du rapport de la commission parlementaire de cadrage de la loi Morin, daté du 15 novembre 2018. Une commission mixte paritaire présidée par la sénatrice Lana Tétouanoui, Marie-Christine Depape. La loi Morin du 5 janvier 2010 n'a pas atteint ses objectifs. Un rapport du Sénat 2013 soulignait une application poussive de la loi, loin des objectifs assignés. En cause, la notion de risque négligeable instituée par l'article 4. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2010, sur 862 demandes d'indemnisation, 845 faisaient l'objet d'un refus du CIVEN. En 8 ans, de 2010 à 2017, toujours avec la notion de risque négligeable, le CIVEN n'a retenu que 31 demandes polynésiennes sur 145 dossiers déposés. Sur les 31, seuls 11 résidents polynésiens ont été reconnus victimes, dont 2 devant les tribunaux. Février 2017, la loi égalité réelle outre-mer est adoptée, la référence au risque négligeable supprimée, la commission de cadrage de la loi Morin se met en place. Décembre 2018, l'amendement Tétouanoui introduit dans la loi EROM le seuil minimal d'un millisivert par an pour ouvrir un dossier, un seuil qualifié de risque négligeable bis par les associations Le Tavini et l'Église protestante Mahoy. À nouvelle base légale, nouvelle méthodologie pour le CIVEN. Les premiers constats, entre janvier et octobre 2018, 115 dossiers d'indemnisation reçoivent l'avis favorable du CIVEN, dont 86 pour la Polynésie. On passe de 11 à 48 résidents polynésiens reconnus victimes. De janvier au 22 octobre de cette année, c'est 62 nouvelles victimes reconnues. En clair, pour les années 2018-2019 ensemble, il y a eu 10 fois plus de demandes d'indemnisation satisfaites que pour les 8 années de 2010 à 2017. 110 sur 231 demandes acceptées en 2 ans, contre 11 sur 31 en 8 ans. Et nous accueillons à présent notre invité Alain Krisnach. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Nous venons de voir les chiffres. Il y a donc eu 10 fois plus de demandes d'indemnisation satisfaites entre 2018 et 2019. Mais que répondez-vous à l'association 193 qui parle, je cite, d'arnaque intellectuelle puisque le CIVEN a omis de dire qu'ils avaient été instruits avant le nouveau cadre légal?
Il y a vraiment un malentendu, parce que, évidemment, les dossiers sont instruits des années antérieures. Il faut 1 an pour l'instruire. Et le Civen applique les règles au moment où il se décide. Donc, quand on dit que maintenant on accepte un dossier sur 2, ça veut dire qu'on accepte des dossiers qui ont été instruits en 2018, en 2019. Donc, la règle nouvelle fait qu'on admet un dossier sur 2, alors qu'auparavant, on en admettait 1 sur 10. Donc, je ne vois pas où est l'arnaque intellectuelle. D'ailleurs, j'ai vu qu'on disait qu'une séance du Civen, ou plusieurs séances du Civen, il y avait eu plus de rejets, 15 rejets, 3 acceptations. Avant de prendre l'avion, avec mes collègues, on a participé à une séance du Civen où il y a eu 18 dossiers acceptés et 1 refusé. Donc on ne peut pas juger sur une séance ou sur 2 séances. C'est comme si on disait j'ai été en Polynésie pendant 4 jours, il a plu, donc en Polynésie, il pleut toujours. C'est-à-dire que l'association 193 a déclaré que depuis février 2019, 3 dossiers favorables ont été acceptés et 15 ont été rejetés. C'est faux. Ou alors, c'est juste sur une période pour la seule association 193. Mais au total, en plus, si vous voulez, quand on dit 11 ont été acceptés de 2010 à 2017 et 111 ont été acceptés dans les 2 années suivantes, c'est surtout le 2e semestre de 2018 et toute l'année 2019. Donc je ne sais pas d'où ces chiffres sortent, mais je peux assurer que désormais on prend un dossier sur 2. Donc je ne vois pas où est l'arnaque intellectuelle. Et d'ailleurs, les autres associations ont constaté que ces chiffres étaient là. Vous avez déclaré ce matin que même les malades qui étaient en dessous du seuil de 1 millisievert pouvaient être indemnisés. Pourtant, les dossiers qui ont été rejetés par le tribunal administratif en mai dernier font partie de ceux dont l'exposition était inférieure. Comment vous expliquez cela ? Nous, on traite de cas individuels. Donc, chaque cas est différent. Donc, la règle, c'est 1 millisievert, elle joue que dans un sens. C'est-à-dire, si vous avez plus de 1 millisievert sur 1 an, votre dossier est accepté. Quand vous avez moins de 1 millisievert, il n'est pas automatiquement rejeté. On regarde plus en détail. Je prends 2 exemples. Vous êtes une femme, vous avez 50 ans, vous avez un cancer. Vous avez été exposé quand vous aviez 10 ans ou 12 ans. On prend un seuil d'exposition de moins de 1 millisievert parce que le cancer du sein, il est très radiosensible chez les fillettes ou les adolescentes. 2e exemple, vous étiez un plongeur. Vous plongiez à la période des essais souterrains dans le lagon, après l'explosion. On ne va même pas regarder les millisieverts. On prend tout de suite en fonction du poste de travail. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup de personnes qui sont admises, parce que le critère de 1 millisievert n'est qu'un des critères que nous prenons en compte pour accepter les dossiers. En revanche, il est automatique si on n'a plus de cette dose constatée à la réception. Mais est-ce que vous comprenez tout de même la méfiance des associations de l'Église protestante maori aussi ? La méfiance, moi je veux bien comprendre la méfiance. Si vous voulez, dans ces affaires, il y a les faits et il y a les interprétations. Je comprends très bien qu'on considère que ce n'est pas suffisant. Je ne comprends pas qu'on dise qu'il y en avait moins. Il y a beaucoup plus d'indemnisation. Alors après, nous, on n'est pas venus pour donner des leçons. On peut discuter de tout. On a d'ailleurs engagé des dialogues avec les associations qu'on a reçues, les 2 qui ont voulu nous voir. On a engagé des dialogues sur la liste des maladies, elle peut évoluer, sur les études qu'il faut faire, sur les fameuses questions transgénérationnelles, etc. Tout n'est pas figé. Mais on peut dire, vous ne faites pas assez, vous devriez faire davantage. Mais on ne peut pas dire, c'est comme le risque négligeable, où vous faites aussi peu qu'avant. On fait beaucoup plus qu'avant. Est-ce que, selon vous, l'État français a une dette envers la Polynésie ou bien est-ce qu'il estime avoir déjà payé ce qu'il devait ? Vous parlez de la CPS ou vous parlez plus généralement ? Les essais nucléaires et la CPS aussi, qui vous réclament d'ailleurs 77 milliards. Moi, je ne peux pas parler de la dette en général, ça c'est plutôt un discours de ministre ou de président. Il y a l'indemnisation, ça c'est pour les personnes. Bon, j'ai dit, on fait mieux, on peut faire plus, on discute. Bon. Pour la CPS, jusqu'en 2016, le Civen remboursait le CPS. Donc, ce n'est pas le Civen qui a décidé de ne pas le rembourser. Il y a eu une décision du Conseil d'État qui a classé dans une catégorie juridique. Nous, si l'obstacle juridique est levé, on repaye tout de suite la CPS. Peut-être pas 77 milliards, il faudra discuter.
Qui devrait lever cet obstacle judiciaire alors? Si vous voulez, dans le droit français, quand une juridiction a pris une décision, il n'y a que la loi qui puisse contredire la juridiction. Donc il faut la changer alors? Il faut à ce moment-là un article législatif qui dise la loi d'indemnisation est une loi de responsabilité et non pas une loi de solidarité nationale, comme l'a dit le Conseil d'État. À ce moment-là, ça permet aux Civens de payer sur le principe et après on discute avec la CPS des conditions de remboursement. D'ailleurs, jusqu'en 2016, on n'avait aucune difficulté avec la CPS. Le président l'a confirmé dans une réunion. Il donnait une facture, on remboursait. Alors, juste pour terminer, vous avez déclaré que vous n'étiez pas favorable à la création d'un guichet unique en Polynésie, prévu par la loi EROM Égalité Outre-mer. Je n'ai pas du tout dit ça, moi. J'ai dit qu'il y avait des partisans du guichet unique, où il y avait des partisans de créer un guichet supplémentaire. Et moi, je n'ai pas à trancher, c'est à la Polynésie de choisir. Ça tourne beaucoup autour de la CPS. La CPS a beaucoup de données d'information. Nous, d'ailleurs, on serait demandeurs d'en avoir davantage. On va discuter avec eux pour bien instruire nos dossiers. Pour l'instant, il y a plusieurs guichets. Il y a ceux des associations. La CPS voudrait en créer un. Nous, on n'a pas de point de vue. Ça ferait un point d'entrée supplémentaire. Et ce qui doit être unique, c'est-à-dire est-ce qu'il faut fermer les autres, et notamment les dossiers les guichets des associations, je ne sais pas. En tout cas, je ne suis pas sûr que les associations soient favorables. Mais nous, on n'a pas de point de vue. On travaillera avec tous ceux qui veulent recevoir des demandeurs. J'ai dit aussi qu'on n'avait pas assez de dossiers. Donc, on est très favorable à ce qu'il y ait plus de points d'entrée pour que les demandeurs déposent des dossiers. Il faudrait aussi plus de communication. Merci beaucoup, merci à vous. Alain Cresnat, d'avoir accepté notre invitation. Donc, je rappelle que 110 demandes sur 231 ont été acceptées en 2 ans, contre 11 sur 31 en 8 ans. La Polynésie, au chevet des malades samoans, au plan sanitaire dans le continent océanien, plus de 2900 cas de rougeole et 39 décès, essentiellement des enfants de moins de 4 ans, sont recensés aux Samoa à leur demande. Et pour leur venir en aide, la Polynésie envoie 10 professionnels de santé polynésiens pour renforcer l'équipe médicale sur place. Ils emporteront avec eux plus de 260 kilos de matériel. Un sujet plus économique. Tahiti était-elle touchée par la fièvre du Black Friday, cette fameuse frénésie d'achat liée à des rabais commerciaux? En tous les cas, quelques commerçants de l'île et des archipels n'ont pas hésité à proposer des prix attractifs, mais certains d'entre eux commencent à dénoncer l'incitation à la surconsommation. Lucille Guichet-Tirao et Mirko Vanfou. Loin de la folie du Black Friday américain, le Black Friday tahitien commence tranquillement, sans cohue, dans le centre-ville de Papeete. Plusieurs centaines de commerçants participent à cette journée de prix cassés, censée donner le coup d'envoi des courses de Noël. Il y a des prix cassés sur les ensembles de vêtements. Et c'est intéressant? Ah ouais, quand même. Tu économises de l'argent, quoi. Et le Black Friday, je préfère d'être aux États-Unis, il fait un peu froid. Ici, il n'y a pas grand-chose, il ne faut pas de 30, 40, 70% comme aux États-Unis, c'est regrettable. De leur côté, les commerçants jouent plus ou moins bien le jeu, en nocturne ce soir et jusqu'à demain. On propose une remise intéressante de 20% sur une des marques les plus connues ici, qui est hawaïenne et que les gens reconnaîtront facilement. Ici, ce commerçant a choisi cette date du Black Friday pour l'ouverture de son magasin de vêtements. Un concept de prix cassé, mais toute l'année. C'est stratégique, c'est la fin du mois, c'est le Black Friday, c'est connu, tout le monde le sait, quoi. Donc voilà, c'est pour nous la meilleure journée pour ouvrir, quoi. Et le Black Friday va rester toute l'année ici? Toute l'année, il y aura du Black Friday, ouais. Dans cet autre commerce, pas de Black Friday. Ce n'est pas un oubli ni un problème d'organisation, mais plutôt un principe. Ici, on met en avant les petits producteurs et une consommation sans déchets. C'est quand même un jour de surconsommation. On va acheter beaucoup, en dehors de ce qu'on a besoin. Donc du coup, c'était pas du tout, ça correspond pas à notre idéologie et notre démarche. Des remises commençant à moins 10% et peu de cohue dans les magasins de Papeete. Pour ce début de journée, le Black Friday, c'était surtout sur les routes. Et nous rejoignons Lucille Guichet-Tirao qui nous attend dans la capitale, au centre Veima plus précisément. Lucille, quelques commerces organisent des nocturnes ce soir. Est-ce que cela attire les foules?
Oui, vous le voyez, nous sommes sur la plaza haute du centre Vaima qui est plutôt vivante, juste derrière, car ici, la plupart des commerçants participent à cette nocturne jusqu'à 21h et les clients en profitent pour faire quelques achats avec la fraîcheur du soir, de moins 20 à moins 50% sur certains articles, pas sur l'ensemble des magasins, mais ça suffit à attirer la clientèle qui d'ailleurs n'achète pas que des produits en promotion, nous a confié un commerçant. Le Black Friday, c'est donc l'occasion de terminer ses achats de Noël avec une mention spéciale sur le matériel hi-fi et électronique qui remporte un franc succès spécialement pour cette édition du Black Friday 2019. Merci beaucoup, Lucille Guichet. Un mot de culture, la réhabilitation du fortin de Punaouia est terminée. Cet emblème de la guerre franco-tahitienne surplombe la rivière de la Punarou. Des panneaux explicatifs en français, tahitien et anglais ont également été mis en place pour permettre aux locaux et touristes de le visiter et de connaître l'histoire. C'était le premier objectif de l'association Mémoire polynésienne de la fondation Tupuna Tumu, à qui l'on doit cette restauration. On écoute son président Jean-Christophe Shigetomi au micro de Mirko Vanfou. Il y a d'autres fortins. Nous sommes en relation, nous avons déjà été discutés avec les propriétaires de ces fortins, parce qu'on est sur du domaine privé. On aimerait bien aussi mener la même opération en collaboration avec eux. Mais à terme, effectivement, le gros projet, c'est de pouvoir relier ce fortin avec la vallée de la Punarou et de pouvoir créer un sentier donc éco-touristique historique qui nous ramènerait à l'ensemble des vestiges qui sont au fond de la vallée. Il y a des marais, il y a des anciens pas, voilà, et qui pourraient être dotés aussi d'une signalétique. Voilà, ça c'est les projets qui tiennent toujours, je dirais, à l'histoire propre. Et cette réhabilitation a coûté 4 millions de francs et elle a été financée par le pays, la commune de Punaouia et l'association. Et puis pour ceux qui souhaitent approfondir leurs connaissances en tahitien, traduit en français et en anglais, ce nouveau lexique trilingue désormais est disponible. Le succès de la version bilingue tahitien-français publiée en 2015 a fortement encouragé l'extension du projet à la langue de Shakespeare. Cette dernière étant la troisième langue la plus parlée dans le monde, le choix s'est donc imposé de lui-même 500 exemplaires au prix de 2500 francs. Nous terminons ce journal avec notre rubrique quotidienne escale à Hivaoa. Un couple de Tahiti n'a pas hésité à tout quitter pour s'installer aux Marquises. Un départ avec le goût du travail en ressources. Ils ont monté leur fa'apu, de quoi vivre donc, mais avec l'idée du bonheur en plus. Stéphane Ratino et Patita Savia. C'est une bataille à mener tous les jours, sans répit ni débit. Sur cette terre reconquise à la jachère, l'eau est primordiale. Elle est promesse de vie végétale. En ces temps de sécheresse, elle fait défaut. Alors Julie et son compagnon s'organisent pour donner à leur choix de vie le droit au réel. Cela fait 3 ans qu'ils ont quitté Tahiti pour construire à force d'efforts et de sueur un avenir pour eux et leurs enfants. On ne regrette pas, nos enfants sont heureux, on vit avec les moyens du bord. Le matin, on se lève et on sait qu'est-ce qu'on doit faire. Ce qu'on doit faire. C'est une longue journée quand même, non ? Ah oui, c'est une longue journée. Une production agricole familiale faite des produits de la terre marquisienne. Pas de mécanisation ni d'intrants industriels. Dans la vallée, Julie et ses productions sont connues et reconnues. Une petite clientèle locale a été gagnée grâce à la qualité. La terre est neutre et si le soin lui est apporté comme ici, elle sait rendre des fruits à qui la considère. Il ne faut pas avoir peur de toucher la terre. Ici, c'est une terre généreuse si on la travaille ? Oui, si on la travaille, oui. Tu es contente de ce qu'elle te donne ? Oui, je suis contente de ce que je fais déjà et de ce qu'on me donne. Et ouais, je profite de donner à mes enfants toutes ces choses qu'on plante parce qu'on sait ce qui a été mis dedans et il n'y a pas de produits chimiques, tout c'est naturel. Revenir au pays de l'enfance, là où l'on s'éveille au monde pour l'offrir en partage. Parce qu'il y a les vibrations, la main tendue et l'héritage sensible à donner à ses enfants. Derrière cette histoire humaine, une philosophie. Et même si aux Marquises les mots sont pudiques, il y a la beauté de l'amour. Tu vas tout le matin dans ton phare pour travailler, pour moi c'est que du bonheur. Avec mes enfants à côté de moi, mon compagnon,
On est toujours ensemble, on travaille ensemble. Je suis là aussi à m'occuper de mes enfants, donc ça me va. On se connaît tous dans le village. Il y a la solidarité. Oui, il y a de la solidarité. Et ça compte quand on débute un projet comme le tien, de savoir qu'on peut être aidé par le Oui, papa par mes parents. Mes parents nous ont beaucoup aidés, surtout pour des petits achats et en même temps pour transporter nos fruits et légumes dans le village à Tourna. À la hauteur des moyens, tout se fait petit à petit, un peu d'économie et ainsi un mini-projet peut prendre forme. Dans la maisonnée de Julie, la règle est l'envie d'avancer. Déjà dans le jardin au-dessus de la mer, une gamme de fruits et légumes élargie, car le jeune couple a une belle fibre agricole, un amour de la terre, un goût des autres sincère, alors il fourmille d'idées. De valoriser nos légumes et pourquoi pas transformer, faire des confitures de légumes, faire des pots, faire des purées de légumes, tout ça. Ce qui veut dire que vous avez l'intention de rester ici longtemps et d'élever les enfants ici, sur cette île. C'est ça, c'est bien ça. Toujours dans la culture et puis dans la tradition. Le chemin se fait en marchant et en aimant. Julie et son conjoint cultivent leur jardin avec la lumière du tendre, celle qui défriche le temps, dans les pas unis vers les rêves de l'enfance. Un bel exemple à suivre. Avant de refermer cette édition, un rappel de l'information du jour. Ce fait divers inédit et heureusement rare, un accident qui aurait pu coûter la vie à ses locataires. Ils dormaient lorsqu'une voiture a atterri dans leur jardin à 1 mètre de leur chambre à coucher à 1h du matin. Dans le véhicule, 3 personnes, dont une est toujours dans le coma. Merci de nous suivre chaque soir. L'information revient demain matin en radio dès 6h30 avec Belinda Toumatareri et Heipoua Tewira. Portez-vous bien, très belle nuit, très bon week-end. À demain, 19h, avec plaisir. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.